Alors, si on essaye de commencer à l'heure, c'est ça, non? Du coup, je vais partager mon écran quelques minutes, histoire de rappeler quelques trucs avant de commencer le séminaire et dire un petit peu l'actualité de la science du verre en ce moment. Donc, aujourd'hui, de toute façon, on aura le séminaire verre et machine learning dans quelques minutes. Juste pour rappeler que aussi, à la fin mai, 30 mai, peut-être que même Charles peut dire quelques mots aussi à ce sujet, il y aura des journées sur les verres naturels, journées scientifiques. Si tu veux compléter, hein, Charles, n'hésite pas. Et Oui, puis, oui. après, il y a différents événements. Alors ça c'est pour presser un peu. Bientôt, il y aura, au mois de septembre, il y aura les journées de l'USTV. Donc, il est grand temps de vous inscrire. Et si vous voulez proposer des posters, eh ben, c'est le moment de le faire. Donc, voilà le site, il y a le site internet hein, sur l'USTV. Euh, donc, c'était juste pour les annonces. Maintenant, eh bien, je vais introduire les deux présentateurs d'aujourd'hui. Tout d'abord, on aura Charles Lelosque de l'IPGP qui va nous parler un peu de VR et machine learning et puis de oui, qui va présenter un peu les modèles qui tournent autour de ça, la façon de le faire. Et ensuite, il y aura Thibaut Charpentier du CEA qui va, lui, présenter ce qu'il fait autour du machine learning et le couplage avec la RMN. Donc, je vous laisse la parole, Charles. Et tout d'abord, merci d'avance d'avoir préparé ces présentations. Bonjour à tous et merci à l'USTV de permettre de faire cette présentation sur le verre et l'apprentissage machine ou apprentissage automatique ou machine learning en fonction du terme que vous préférez. Moi, de mon côté, je vais introduire des concepts plutôt généraux. Je vais rester général pendant cette présentation juste pour donner un peu un overview essayer de donner un overview de ce qui est possible de faire avec l'apprentissage automatique dans le monde du verre. Alors, c'est complètement non exhaustif parce qu'on est sur un domaine qui est en pleine explosion en termes d'utilisation, en termes même de publication scientifique. Et ça implique aussi l'utilisation dans le domaine verrier. Donc voilà, si j'oublie des choses, pour ceux qui connaissent le machine learning, c'est normal parce que je n'ai pas le temps de tout rappeler. L'apprentissage machine, d'abord, pour commencer ce séminaire, qu'est-ce que cette technique? L'apprentissage automatique. En fait, on en a tous fait une fois. Alors, on a fait de l'apprentissage automatique paramétrique quand on essaye par exemple, d'ajuster la fonction ax plus b égale y en jouant sur les termes a et b. Eh c'est une sorte d'apprentissage automatique paramétrique, c'est-à-dire qu'on a une fonction qui est connue et on ajuste les paramètres de cette fonction. Maintenant, l'apprentissage automatique vraiment statistique, lui essaye en fait de partir du fait qu'on ne connaît pas la fonction qui relie des variables x, comme ici, à une observation y. Alors, dans le cas du verre, ça peut être la composition chimique d'un verre, et on verra cet exemple plus tard, sa densité. Et on ne connaît pas la fonction qui vous permet de relier cette observable y aux variables indépendantes d'entrée x. Dans ce cas-là, on va faire appel à des algorithmes qui vont permettre d'approximer cette fonction y, de cartographier en quelque sorte les liens entre les variables indépendantes d'entrée x et la réponse du système y. Donc traditionnellement, dans le domaine du machine learning, on a deux grandes tâches, c'est-à-dire on a des tâches de régression et des tâches de classification pour lesquelles on fait appel à ces algorithmes. Très simplement, tâche de régression, on a tous fait ça, hein, c'est-à-dire qu'on a des observables y en fonction d'une variable x, et puis on essaye d'ajuster, par exemple, cette courbe rouge aux données qui ont été observées, les points noirs. Donc on peut faire ça en partant du principe que c'est peut-être une fonction polynomiale et en ajustant les coefficients de cette fonction, mais aussi on peut très bien prendre un modèle non paramétrique, c'est-à-dire machine learning uniquement, et résoudre ce problème avec des algorithmes tels que des réseaux de neurones, dont on parlera durant ce séminaire, ou des machines à vecteurs de support, ou tout un tas d'algorithmes appartenant au domaine de l'apprentissage automatique. Une tâche de classification, c'est une tâche où, cette fois-ci, en fonction des valeurs des variables indépendantes, on a différentes classes. Donc, c'est représenté dans ce diagramme. Vous avez deux variables 1, variable 2.
Imaginons par exemple la teneur en silice versus la teneur en magnésium d'un verre, et on se rend compte qu'on a deux classes. Une première classe en haut à gauche violette, et une deuxième classe en bas à droite jaune. L'idée ici, c'est d'utiliser des algorithmes qui vont apprendre la répartition des échantillons en fonction des variables dans les différentes classes, et ensuite pouvoir classifier de nouvelles données qu'on va leur injecter par la suite. Ces deux exemples dont j'ai discuté sont des exemples d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que dans les deux cas, je suis parti du principe où on avait un problème, où on avait des variables d'entrée X et des réponses connues Y, pardon. Que ce soit une valeur mesurée continue ou des classes, ici classe 1, classe 2, on connaît ces deux variables, on les observe. Cela fait partie de l'apprentissage automatique supervisé. On a une autre catégorie d'apprentissage automatique qui est non supervisé, très intéressant, puisque cette fois-ci, seuls les X sont connus. En gros, on ne cherche pas à relier des caractéristiques de notre jeu donné à certaines réponses ou à un certain Y du système. On peut chercher juste à chercher des clusters, des classes de manière automatique, sans connaissance a priori. Et ça, c'est vraiment particulièrement intéressant, puisqu'on va pouvoir explorer des jeux de données grâce à l'apprentissage non supervisé. J'ai un peu piqué cette figure, vous pouvez la retrouver sur Internet, elle traîne sur différents forums de machine learning notamment, puisqu'elle vous montre qu'on a ces deux grands domaines, supervisé, supervised learning en haut à droite, et non supervisé en haut à gauche, unsupervised learning en bleu. On a bien sûr plein de sous-domaines là-dedans, que ce soit pour la détection de fraude, le diagnostic, la visualisation de gros jeux de données, etc. On a une troisième branche qui est l'apprentissage de renforcement, qui est utilisé principalement pour les jeux, pour les systèmes robotisés, où cette fois-ci, le système va apprendre lui-même avec une approche d'essai-erreur. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est un peu plus particulier et peut-être moins effectué à l'heure actuelle pour les vers. Alors, pourquoi on entend parler partout de machine learning actuellement? Alors, il y a plein de raisons. D'une manière non exhaustive, quelques raisons qui peuvent expliquer ceci sont l'avènement de l'ère du big data, tout d'abord, c'est-à-dire que maintenant, on est capable de générer et d'accumuler des quantités de données assez phénoménales, mais aussi de les transférer facilement et de les échanger grâce à un Internet de plus en plus performant, notamment avec les fibres optiques. Internet nous permet aussi d'accéder à ces jeux de données, d'accéder aux ressources, aux logiciels et de développer des logiciels de manière communautaire. Donc, on est dans un écosystème qui va favoriser la construction d'outils communautaires et d'algorithmes communautaires pour faire du machine learning, avec l'émergence de librairies qui sont très performantes. Je pense notamment à scikit-learn, PyTorch, TensorFlow en Python, mais aussi dans d'autres langages assez expressifs, des langages dits de haut niveau, comme Julia, R, MATLAB, qui vous aident en fait à faire du machine learning en quelques lignes de code. Vous voyez, par exemple, c'est un petit exemple joué que j'ai construit où on a une réponse Y d'un système en fonction de X. Alors, c'est juste la somme d'une fonction linéaire avec une fonction sinusoïdale, mais on peut partir du principe qu'on ne connaît pas la fonction sous-jacente. En 3 lignes de code, ici, ce sont ces 3 petites lignes de code au centre, vous allez pouvoir tout simplement entraîner un modèle. Alors là, c'est un modèle de machine à vecteur de support de la librairie scikit-learn, vous voyez ça ici, Escaler. En 3 lignes de code, vous entraînez votre modèle et vous pouvez reproduire le comportement de votre système. Donc ça, c'est en fait assez facile. Tous ces efforts sont portés aussi avec un intérêt direct par les géants du web, puisque pour eux, des données, c'est des revenus, en termes de publicité, en termes de partage, etc. Et ça transparaît directement dans l'écosystème logiciel, puisque les deux librairies parmi les plus utilisées, TensorFlow, qui est sorti en 2015, et PyTorch en 2016, si je ne me trompe pas, viennent de Google et Facebook respectivement. Enfin, en tout cas, des laboratoires de recherche de Google et de Facebook. Pour le monde du verre, hop là, changer de slide, non, on ne veut plus, voilà. Alors tout cet effort est récent, cette émergence, on entend beaucoup parler récemment, mais ça date quand même de 70 ans de recherche dans le domaine informatique, avec le premier concept de réseau de neurones en 1943, le concept aussi des petites parties des réseaux de neurones qu'on appelle les neurones individuellement, ou perceptrons en 1958 par Rosenblatt,
Et tout ensuite, hein, un tas de techniques. Alors là, c'est une timeline plutôt de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique des réseaux de neurones notamment. Mais vous voyez que cette timeline est continue depuis 1900, en gros 1940-1950. Donc, on bénéficie hein, quand même de 70 ans de recherche sur ce type d'algorithme. Dans le domaine du verre, on va pouvoir les utiliser pour effectuer plein de choses différentes, que ce soit analyser nos données pour générer des modèles prédictifs rapidement, aller générer un modèle pour exprimer la densité, l'indice de réfraction d'un verre ou calculer sa transition vitreuse. On va pouvoir explorer aussi des jeux de données existants, aller regarder des choses inconnues, en fait, des choses que l'on ne peut pas nous-mêmes explorer. Par exemple, explorer des espaces à 40, 50 dimensions avec plein de paramètres différents grâce à des algorithmes de machine learning. Tout ça va pouvoir nous aider à concevoir des nouvelles compositions avec des propriétés très intéressantes, détecter des anomalies ou même des déviations sur des chaînes de production de verre, sachant que ça a été fait dès le début des années 2000 avec des premiers algorithmes de détection d'images pour analyser le goulot des bouteilles et voir si on n'avait pas une anomalie sur les chaînes de production de bouteilles. Et puis, au final, on peut même dire que ça va nous aider à mieux comprendre le verre, mieux comprendre l'état vitreux même en soi. J'ai ajouté cette figure de Liu et collaborateurs en 2019, publiée dans le Journal of Non-Crystalline Solids, qui résume un petit peu les choses, c'est-à-dire que le machine learning n'est pas à part de ce qui se fait habituellement, ça vient en aide, ça vient en support de nos simulations numériques de la structure des verres et des expériences pour mieux comprendre le verre. On a vraiment un apport des données des simulations des expériences pour construire des bases de données qui vont pouvoir être utilisés après par les algorithmes de machine learning supervisés ici en haut ou non supervisés en bas pour avoir des réponses sur les questions qui nous intéressent. Avant de continuer, je voulais vous montrer quelques exemples d'utilisation pratique du machine learning. Alors, comme j'ai dit, on retrouve dès les années 2000 des exemples dans le domaine du verre. J'ai sélectionné par exemple ce papier de Delia Brouwer, publié en 2007 dans JNCS, où ces auteurs reliaient en fait la composition chimique de verre phosphaté à leur comportement en dissolution et notamment à la teneur dissoute en P2O5 que l'on obtenait en solution. Donc tout ça, bien sûr, avec un focus sur le comportement de ces matériaux comme implants médicaux. Donc vous voyez ici un exemple d'un réseau de neurones très simple. Vous avez en entrée les concentrations en P2O5, CaO-MgO, Na2O, TiO2, qui sont passées à chacun des neurones ou perceptrons. En fait, ce sont des petites fonctions qui peuvent être des fonctions linéaires, tan h, on utilise aussi la fonction sigmoïde, qui vont prendre les différentes entrées, modulo des poids et des biais, pour donner une sortie, une valeur numérique de sortie, donc représentée par ces traits, et on fait la somme linéaire de ces valeurs numériques de sortie pour obtenir la teneur dissoute en P2O5. On va entraîner le réseau, ça consiste simplement à ajuster sur chacun de ces traits, ici on a des poids et des biais associés, on va ajuster ces paramètres pour fitter au mieux nos données d'entraînement. Après entraînement, on obtient un très bon modèle ici qui nous permet de prédire assez fidèlement la teneur dissoute en P2O5 en solution et donc de regarder le comportement de nos verres en dégradation. On peut effectuer ça, bon là c'est à partir de la composition chimique, mais on peut injecter plein d'autres choses différentes. Ici par exemple, c'est un exemple où on avait utilisé les spectres Raman. Donc ça c'est des verres plutôt géologiques, des basaltes qui vont donc contenir 50-55% de silice. C'est des aluminosilicates, donc aluminium, principalement dominés par magnésium, calcium, sodium, potassium en alcalin alcalinotéreux, et avec 10% de fer. Et on a regardé l'effet du fer, notamment du redox du fer, c'est-à-dire le changement entre fer 3+, fer 2+, sur les spectres Raman et sur la composition, puisque ces spectres Raman sont en fait une image de la structure du verre, une image vibrationnelle de sa structure, et vont changer si on change la composition du verre, mais aussi l'état redox des aimants multivalents dans ce verre. À partir de ça, on peut entraîner des réseaux de neurones pour tout d'abord retrouver la composition des verres à partir de ces spectres Raman. Ici, juste deux exemples sur la teneur en silice et la teneur en Al2O3 ici en bas à droite. Vous voyez qu'on a plutôt des bonnes prédictions en fonction des mesures. On arrive à avoir des erreurs en dessous du mol %.
Pour les redox du fer, pareil, on arrive à retrouver le redox du verre. On peut entraîner des réseaux de neurones ou tout un tas d'autres techniques pour obtenir à partir des spectres Raman le redox du fer. Donc ici, une comparaison avec les valeurs Mossbauer de référence et on voit qu'on a des très bonnes estimations. Voilà, on peut utiliser plein de choses en entrée pour faire de la régression, mais aussi pour faire de la classification. Ici, je continue sur un exemple sur des vers géologiques. Je suis à l'Institut de physique du globe de Paris, on fait beaucoup de géologie. C'est sur des vers volcaniques qui viennent simplement de la zone de la fosse des Mariannes, donc Isu, Bonin, Mariana Trench, en anglais, où on a échantillonné différents vers volcaniques sur cette zone qui est en fait une limite de subduction entre deux plaques tectoniques. On a une plaque océanique qui est en train de plonger sous une autre plaque océanique juste au sud du Japon, ce qui crée beaucoup de volcanisme, et on va pouvoir venir récupérer des petits échantillons de verre, dont vous voyez des photos ici à droite. L'échelle ici, je ne l'ai pas mise, mais c'est 10 microns. Donc, c'est des petits morceaux de verre que l'on va pouvoir analyser après avec différentes techniques, de la sonde ionique et de l'ablation laser ICP-MS pour avoir les teneurs en éléments majeurs et en éléments en traces. Et à partir de là, on peut se poser la question, est-ce que le long de cette zone de subduction, tout est expliqué par une seule tendance géochimique, c'est-à-dire que toutes les compositions de nos verres sont expliquées par, en gros, un seul phénomène, pour faire simple, ou est-ce qu'on a plusieurs clusters de composition? Eh bien, pour résoudre ce problème, on a passé 42 éléments en trace à un algorithme de mixture de gaussienne, donc en gros qui classifiait nos données avec des gaussiennes à 42 dimensions. Et à partir de ceci, on a pu détecter deux clusters de points, ici représentés en deux dimensions dans la dimension plomb-cérium, où l'on voit un clustering très évident entre les points marrons qui sont des vers, une tendance géochimique où nos vers sont riches en plomb et pauvres en cérium, et par opposition, on a une autre tendance qui suggère des mélanges différents des sources géochimiques sous cette zone de subduction. Sans rentrer dans le détail, ceci nous génère une autre tendance géochimique avec des vers beaucoup plus riches en cérium et beaucoup plus pauvres en plomb. Donc tout ça a été fait de manière non supervisée, c'est-à-dire sans donner à l'algorithme d'idées a priori de notre système. En pratique, comment ça se passe? Je voulais vous faire voir un exemple très simple, mais juste pour illustrer peut-être la facilité de ces approches à l'heure actuelle. Je vous invite donc à prédire la densité de verre Na2O, K2O, LO3 et SiO2, donc des aluminosilicates d'alcalin. On pourrait étendre ça à d'autres éléments, mais là, c'est que nous avons une base de données pour ça assez solide. On est dans un cas donc d'un machine learning supervisé, c'est-à-dire qu'on connaît X, la composition des verres, et Y, la densité des verres dans notre base de données d'entraînement. La première étape de toute application machine learning, c'est préparer cette base de données. C'est un travail à ne pas négliger, c'est probablement 50% du temps, 60 voire plus, qui va être consacré en fait à l'élaboration d'un modèle de machine learning. Construire une base de données solide avec des données expérimentales fiables. Donc ça, c'est quelque chose qui demande de l'attention, des connaissances et aussi de faire du tri, simplement. Donc ici, vous voyez pour cette base de données, vous pouvez aller voir sur... là, j'ai la barre de tâches qui est dessus. Voilà, sur GitHub. Vous pouvez aller voir sur ce lien GitHub, vous aurez la base de données IPGP pour ces types de compositions, des aluminosilicates d'alcalin, vous aurez la densité, l'indice de réfraction ou autre. Comme on n'a pas énormément de données, ici on a plusieurs centaines, voire quelques milliers d'exemples, on peut faire tenir tout ça dans un tableau Excel ou un tableau CSV, et ça correspond très bien. Si on avait beaucoup plus de données, là sur des gros jeux de données, il faut passer à d'autres formats de fichiers, comme les formats HDF5 ou autres. Une fois que vous avez une base de données, eh bien, on va venir donc préparer les données, ça c'est en amont, on va venir les importer dans votre programme informatique préféré, votre langage informatique préféré, et puis vous devez sélectionner un modèle. Alors ça se fait avec, principalement, c'est assez empirique, entre guillemets, mais on a des bonnes lignes de conduite. Par exemple, on va avoir tendance à choisir des machines à vecteurs de support pour faire de la classification ou pour faire de la régression non linéaire, mais sans discontinuité. Les réseaux de neurones vont se comporter beaucoup mieux si vous avez des grosses discontinuités dans votre jeu de données, etc. Donc là, il y a toute une connaissance de la communauté qui est à exploiter pour sélectionner votre modèle. Ensuite, vous allez entraîner et prédire à partir de ce modèle. Et vous voyez ici, par exemple, pour mon exemple, les valeurs prédites en fonction des valeurs mesurées de densité dans le système Na2O, K2O, LO3 et SiO2.
Et on voit qu'on a un très bon accord entre les deux, hein, puisque le résidu, la racine carrée du résidu des moindres carrés de 0,01. On voit deux choses, je donne deux valeurs, la valeur train et la valeur test. Alors la valeur d'entraînement et la valeur de test. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque je prépare mes données et que je les importe, on doit s'assurer qu'on en garde une partie pour tester l'algorithme, c'est-à-dire qu'une partie qui n'a jamais été vue pour entraîner l'algorithme, mais aussi pour ajuster ce qu'on appelle les hyperparamètres, tout ce qui est taux d'apprentissage, etc. de l'algorithme. Donc, pour faire ces ajustements, on utilise uniquement un seul jeu de données, train valid, et on en garde un sous le coude, test, pour aller tester l'algorithme et pour voir si on obtient des bonnes erreurs de prédiction. Et on évite ce qu'on appelle le phénomène d'overfitting dont je vais parler. Pour référence, ajuster un modèle de densité prend environ 19 lignes de code. J'ai mis le code ici en scikit-learn en Python. Et encore, il y a les lignes d'import, il y a quelques lignes de commentaires et tout. Donc, c'est très concis avec des librairies modernes. Qu'est-ce que l'overfitting? Juste pour dire quelques mots dessus, eh bien, c'était la bête noire du machine learning. En quelque sorte, on a des modèles tellement flexibles qui sont capables d'encoder leurs exemples d'apprentissage, donc de donner des résultats parfaits sur le jeu de données d'apprentissage. Mais lorsque vous donnez des nouvelles données, ils vont donner quelque chose de totalement faux, puisqu'ils auront fait juste un encodage de leur base de données. Alors, les trois cas sont représentés ici. En gros, si je reprends mon exemple où y, c'est une fonction linéaire sinusoïdale de x, on est dans un cas d'underfit, c'est-à-dire on n'est pas bon en ajustement lorsque notre modèle n'est pas assez flexible. Donc on passe au milieu des points. On peut avoir un bon modèle, par exemple celui que je vous ai fait voir tout à l'heure avec des machines à vecteurs de support, ou on peut être dans le cas où notre modèle va passer par tous les points de données, et donc faire un overfitting, c'est-à-dire il va avoir tendance à encrypter les relations entre x, y sur le jeu d'entraînement, mais il sera incapable de prédire de nouvelles données. C'était un énorme problème, et ça l'est toujours quand même, mais notamment 15-20 ans en arrière. Maintenant, on a beaucoup de méthodes qui nous permettent de limiter ça, beaucoup d'algorithmes aussi, ou de méta-algorithmes qui permettent de limiter ces phénomènes. On fait de la validation croisée sur les jeux de données, on va avoir tendance à arrêter l'entraînement des réseaux de neurones, par exemple, très tôt, pour éviter ces phénomènes d'overfitting. Et donc, il y a plein de choses qui nous permettent maintenant de mitiger et limiter ces phénomènes. L'une des premières étant d'avoir beaucoup de données. Alors, ce n'est pas tout le temps possible, notamment en sciences expérimentales, mais l'influence de la taille du jeu de données et l'essor de l'ère du big data explique pourquoi le machine learning, comme je l'ai dit en introduction, se retrouve de plus en plus sur les devants, puisqu'il y a vraiment une relation fusionnelle entre les deux. Plus on a de données, plus appliquer du machine learning, c'est facile. Autre point que je voulais souligner, tous ces modèles dont nous avons parlé sont des interpolateurs. Ici, je vous montre les résultats d'un petit travail en projet tutoré de 2 étudiants en master de l'IPGP qui ont justement un peu étudié ces propriétés en extrapolation pour regarder aussi les barres d'erreur qui étaient fournies par 2 algorithmes de machine learning, donc des réseaux de neurones, ici c'est NN, c'est la courbe en rouge, et des processus gaussiens. En fait, c'est une technique qui nous permet de placer une distribution de probabilité sur une fonction, ici en pointillé vert. On a des données qui ont été utilisées pour l'entraînement, ce sont les petits cercles orange, et on connaît, puisque c'est un problème synthétique, on connaît la vraie fonction qui est la courbe bleue. Et vous voyez, donc on a des données jusqu'à x égale 8, et donc on a la réponse y du système. On voit qu'en dessous du 8, eh bien, que ce soit nos processus gaussiens ou les réseaux de neurones, on a raisonnable approximation de la réalité, avec les processus gaussiens qui se comportent un tout petit peu mieux que les réseaux de neurones. Mais dès que x est supérieur à 8, alors les réseaux de neurones, eux, ils divergent très rapidement de la vraie fonction, puisqu'ils ont tendance à prédire, vous voyez, une valeur assez constante de y. Alors, on n'est pas comme dans le cas des polynômes, ils n'explosent pas, mais par contre, on ne peut pas faire confiance à cette valeur, ni même, vous voyez en rouge, à sa barre d'erreur annoncée. Les processus gaussiens, eux, restent plus proches de la fonction réelle, mais vous voyez la barre d'erreur qui explose. Là, votre modèle est en train de vous dire littéralement, je ne peux pas extrapoler, ce qui est quelque chose d'important à se souvenir en machine learning. Pour terminer, je voulais parler maintenant d'une autre catégorie de modèles qui est en train d'arriver, c'est-à-dire des modèles qui vont peut-être remplacer la boîte noire que constitue le machine learning jusqu'à maintenant. Par exemple, si vous êtes intéressé au lien entre composition et propriété d'un verbe, vous allez pouvoir entraîner soit les algorithmes de réseaux de neurones ou de processus gaussiens. Ils vont vous donner une réponse, mais ils ne vous diront pas pourquoi, quand je augmente la teneur en CaO, ma viscosité va diminuer dans mon verre, par exemple.
Pour avoir ce type d'information, il faut passer sur des modèles dits boîte grise, c'est-à-dire que des modèles gris qui intègrent en fait du machine learning avec des équations thermodynamiques et physico-chimiques. Là, on va pouvoir aller sur un autre plan, on va pouvoir faire prédire par exemple les entropies de configuration, les capacités calorifiques ou autres par l'algorithme de machine learning, utiliser ça dans des équations comme l'équation d'Adam et Gibbs pour calculer des propriétés comme par exemple la viscosité du verre. C'est quelque chose qu'on a fait avec un modèle qui a été présenté récemment dans Geochimica, Cosmochimica, Acta, le modèle IMELT, qui prédit pour le système Na2O, K2O, LDO, 3 et CO2. Vous comprendrez que j'aime bien ce système. La viscosité, la densité, l'indice de réfraction, la température de transition vitreuse, l'entropie de configuration à la transition vitreuse et les spectres Raman des verres, ainsi que pas mal d'autres paramètres, des équations, de différentes équations que vous voyez ici en bas. Donc, on est sur un modèle, en fait, sur un réseau de neurones profond, c'est-à-dire avec plein de couches de neurones, qui est multitâche, qui va prédire plein de propriétés à la fois. Alors, ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça lui permet de construire une représentation partagée, en gros, de notre problème et bien de nécessiter aussi moins de données pour être entraîné. Et vous voyez ici les capacités de prédiction comparées aux mesures de viscosité, par exemple. Vous avez la viscosité en fonction de l'inverse de la température pour quelques compositions exemples, le silice, orthosalbite et les silicates de potassium et de sodium. Et les courbes sont des ajustements soit en appelant Adam et Gibbs, soit en appelant la théorie des volumes libres, par le réseau de neurones, de la viscosité, et donc qui reproduit très bien les mesures expérimentales qui sont les points. Voilà, ce type de modèle gris représente vraiment une perspective intéressante pour coupler notre connaissance théorique avec nos données expérimentales et le machine learning pour aller encore plus loin dans la réflexion sur pourquoi certaines variations se comportent comme ça. Si vous voulez, ce modèle est disponible en ligne, il y a une interface qui vous permet de tester, de jouer un petit peu avec. Voilà. Je vais m'arrêter là et je laisse ensuite la main à Thibaut qui va rentrer encore plus en détail sur beaucoup de points. Voilà, merci. Bon, alors voilà, donc moi, comme je l'ai dit, donc, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser le machine learning pour coupler donc l'ARMN, les spectres expérimentaux, avec ce que je pratique depuis plusieurs années, à savoir la modélisation des spectres RMN à partir de simulations par dynamique moléculaire. Et dans un cadre général, finalement, de la modélisation atomistique, dont on sait qu'elle est extrêmement importante pour les verres, eh bien, le machine learning a connu et connaît actuellement un essor fulgurant, notamment la semaine prochaine, la conférence du GOMD, il y a une session qui est entièrement dédiée finalement à cet aspect de modélisation atomistique avec le machine learning. Alors, c'est quelque chose qui a été vraiment introduit il y a une dizaine d'années, alors par quelqu'un qui est très innovateur dans tous les phénomènes, dans tous les domaines de la modélisation atomistique, qui est Parinello. Avec ici, vous avez la méthodologie utilisée, par exemple, pour pouvoir prédire l'énergie d'un système, c'est-à-dire en pratique réaliser la dynamique moléculaire, où on va utiliser un réseau de neurones, hein, c'est ce qui est spécifié ici par le petit Atomic Neural Network, qui va permettre de calculer une contribution d'un atome, de chacun des atomes de la structure à l'énergie totale du système. Et à partir de ça, eh ben, on peut réaliser, puisqu'on connaît l'énergie hein, par dérivation par rapport aux positions atomiques, réaliser une dynamique moléculaire. Ce qui est intéressant ici, et c'est ce qui est montré par le cadre que j'ai représenté ici, qui est un petit peu coloré, c'est qu'en réalité, pour pouvoir faire ce couplage entre machine learning et la structure, et ça a déjà été suggéré par Charles, on ne va pas pouvoir mettre directement en entrée de ces algorithmes de machine learning les positions atomiques des atomes. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez général, c'est que parfois, les données que vous avez en entrée, vous allez devoir un petit peu les travailler ou les adapter pour pouvoir utiliser les algorithmes de machine learning. Et notamment ici, il va falloir respecter un certain nombre de symétries sur lesquelles je vais revenir pour pouvoir appliquer ces algorithmes de machine learning. Alors, dans le cadre de l'ARMN, je cite un des premiers travaux finalement qui a utilisé ces réseaux de neurones, ici par exemple pour la prédiction du déplacement chimique du silicium dans un verre de SiO2. Et c'est une simulation dans laquelle on a pris chacun des atomes de silicium, on a été construit à l'environnement de cet atome, c'est ce qui est représenté un petit peu sur le cercle qui est sur la gauche. On a transcodé la position de l'ensemble des voisins définis dans un certain rayon de coupure
en ce que appelait Parinello à l'époque des fonctions de symétrie qui, elles, étaient adaptées pour être injectées dans un réseau de neurones et pour pouvoir ensuite prédire le déplacement chimique isotrope. Il y a donc eu depuis quelques années tout un travail fait par de nombreux groupes pour pouvoir définir quelles étaient les bonnes fonctions pour pouvoir traduire un environnement atomique en termes de position vers une quantité qui est la plus efficace possible et puis la plus représentative pour pouvoir ensuite être utilisée dans un machine learning. Donc, de manière très courte, vous partez d'un atome central, ici, que j'ai représenté par R0. Vous définissez un rayon de coupure qui va définir l'ensemble de ses voisins. Vous avez toutes les positions atomiques de l'ensemble de ses voisins. Eh bien, vous allez devoir définir ce qu'on appelle un vecteur de caractéristiques ou une empreinte, fingerprint en anglais, qui va avoir une dimension plus ou moins grande, et c'est ce vecteur d'empreinte, par exemple, dans un système global, c'est la composition du verre qu'a utilisé Charles. Ici, ça va être, je vais donner exemple par la suite, un vecteur qui peut avoir une dimension assez grande, ça peut aller de quelques centaines à quelques milliers de chiffres, qui vont permettre d'identifier de manière unique la répartition des atomes dans l'espace à 3 dimensions autour de l'atome qu'on va considérer. Et vous avez ici, finalement, l'ensemble des propriétés physiques que vous allez avoir, le calcul de ces empreintes. Alors, les plus importantes, c'est naturellement, vous devez avoir une bonne description de l'environnement de l'atome, une invariance par translation, si vous translatez votre système, ça doit être complètement invariante, une invariance par rotation, notamment quand on veut prédire une quantité isotrope, comme un déplacement chimique isotrope ou une énergie. Donc, si vous tournez votre système, vous devez avoir exactement la même empreinte. Et puis, des propriétés mathématiques qui permettent d'avoir une certaine mollesse ou une dérivabilité de la fonction et une indépendance par rapport à la façon dont vous allez énumérer l'ensemble des voisins. Donc, les premières fonctions qui étaient introduites et qui sont toujours très utilisées, qui étaient celles de Parinello, représentées ici, par exemple, la fonction G1 et G2. La fonction G1 qui va représenter finalement une fonction radiale, donc la densité, la position des atomes par rapport à l'atome central. Alors, on introduit toujours ici ce qui est représenté par FC une fonction de coupure, puisqu'on va prendre en compte, on va supposer que la quantité, et ça c'est vrai en RMN, est locale, c'est-à-dire qu'elle va dépendre uniquement des atomes qui sont dans son plus proche voisinage. Et puis vous avez en dessous une deuxième fonction qui va permettre de transcoder l'environnement angulaire de l'atome. Et à partir de ces deux fonctions, on va utiliser des paramètres, ici eta et lambda, qu'on va faire varier pour différentes valeurs, et ça va permettre de générer une empreinte qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans un algorithme de machine learning pour pouvoir prédire le déplacement chimique isotrope. Alors voici un deuxième qui est peut-être un peu plus simple à comprendre, qui est celui qu'on a adapté, qui a été publié récemment, que j'ai appelé ARDF, parce que c'est le couplage de la Radial Distribution Function et Angular Distribution Function, qui est donc de prendre un atome et ses voisins, de regarder l'ensemble des distances auxquelles se trouvaient ses voisins, donc le RDF, mais aussi toutes les valeurs des angles entre les triplets, et de convertir par une transformation mathématique, ici c'est un développement sur des polynômes d'Etché-Bitchev, pour obtenir un certain nombre de chiffres qui vont transformer donc cet environnement de position cartésienne en quelque chose d'utilisable en machine learning. Alors voilà de manière très pratique ce qu'on peut obtenir ici, par exemple, pour un verre d'alumino-silicate. Vous voyez, j'ai pris deux exemples ici, d'un oxygène pontant et d'un oxygène non pontant. Vous voyez on a dû prendre un rayon de coupure à peu près de 5 angstroms, le vecteur qui va représenter l'environnement du noyau et comment on a réparti à différents endroits l'aspect chimique, la nature des voisins qui sont à proximité de l'oxygène, donc l'aluminium, le silicium, un autre oxygène ou sodium. Donc ça, c'est le transcodage de la partie radiale. Et vous avez ici, tout à la suite, le transcodage de toutes les parties angulaires en énumérant toutes les possibilités qu'il y a pour les angles autour de cet oxygène. Actuellement, les environnements, les méthodes qui ont le vent en poupe et qui ont en fait montré qu'elles étaient bien supérieures aux autres, ce sont des méthodes où on va utiliser la densité atomique autour de l'atome, qui est représentée ici, donc les positions, l'ensemble des positions
dans l'espace à 3 dimensions. On va rajouter sur chacun de ces atomes, pour donner des propriétés un petit peu de mollesse et puis de déravabilité, une gaussienne sur chacun des atomes. Et ensuite, on va transformer cette densité atomique avec un développement que ceux parmi vous qui pratiquent un peu de calcul de chimie quantique connaissent bien, c'est-à-dire un développement sur une fonction radiale pour décrire la répartition des atomes, la répartition des distances, et puis aussi les harmoniques sphériques, elles, pour encoder les angles θ et φ qui permettent d'avoir une représentation complète de la position en 3 dimensions de l'ensemble des voisins. Alors, si vous êtes intéressé par ces aspects qui sont vraiment les aspects qui ont initié l'utilisation de machine learning pour la modélisation atomistique, je vous conseille fortement d'aller lire ce papier de Bartok en 2013, qui est vraiment un des premiers papiers qui a rassemblé l'ensemble des possibilités de description à partir de ces environnements, de ces descripteurs environnements. Alors, en réalité, si on utilise ce type d'environnement, donc on a un environnement qui transcode, nu ici, la nature des déplacements chimiques et puis un développement d'une partie radiale L et une partie angulaire. En réalité, il n'y en a qu'un seul, enfin qu'une partie qui va respecter cette invariance par rotation, uniquement ceux pour lesquels on a le moment angulaire L qui vaut 0, ce qui va limiter quand même pas mal le nombre de descripteurs qu'on va avoir. Et une des idées de Bartok, c'était finalement d'introduire un produit de ces descripteurs, c'est-à-dire qu'ici on a une description à 2 cœurs, et quand on va faire le produit, on va introduire une description à 3 cœurs, mais on va les coupler de telle sorte qu'on va coupler le moment plus m et le moment moins m pour pouvoir avoir en réalité un coefficient qui a un moment égal à 0, qui est donc invariant par rotation, et c'est ça qu'on appelle le spectre de puissance, le Power Spectrum, SOP, ça s'appelle cette technique le Smooth Overlap of Atomic Position. Alors, comment on va mettre en œuvre finalement ce type de calcul pour pouvoir prédire le déplacement chimique? Alors, comme l'a dit Charles, un des points essentiels, voire cruciaux quand on veut faire ce genre de modélisation, c'est de mettre la fabrication d'une base de données. Alors, ici, comme on est en modélisation atomistique, on va générer typiquement, par exemple, par dynamique moléculaire, un certain nombre de modèles. Alors, j'ai pris ici, par exemple, le modèle de SiO2. On va utiliser différentes températures histoire d'avoir des variations de paramètres géométriques, d'angles et angles qui soient suffisamment larges pour assurer ensuite ce qu'on appelle une transférabilité du modèle de machine learning, c'est-à-dire qu'il puisse être appliqué de manière prédictive avec un verre dont on ne connaît pas le spectre Raman ou de dimension plus grande. À partir de l'ensemble de ces structures, on va réaliser les calculs des quantités qu'on cherche à prédire. Alors ici, par exemple, on va utiliser les codes classiques de dynamique molécule, enfin de DFT, pour pouvoir prédire les déplacements chimiques isotropes. Et ça va constituer notre base pour le machine learning. Et pour vous donner un ordre de grandeur, typiquement, par exemple, pour une étude sur le SiO2, on va générer une centaine de modèles et on va arriver à la fin, pour le silicium et l'oxygène, à peu près de l'ordre de 10 000 valeurs sur lesquelles on va pouvoir réaliser un apprentissage. Et pour réaliser cet apprentissage, vous avez, comme l'a dit Charles, un grand nombre de librairies qui sont disponibles. Il suffit de les formater de manière adéquate pour qu'ils puissent être utilisés par ces librairies. Personnellement, moi j'ai développé mes propres codes, puisqu'après je vais pouvoir les coupler avec d'autres codes de modélisation. Et puis toute la partie importante sur laquelle je vais détailler un petit peu, c'est l'optimisation de ce qu'on appelle les hyperparamètres, c'est-à-dire les paramètres de ces algorithmes machine learning pour pouvoir avoir des modèles robustes. Alors ma technique de choix, de prédilection, qui a été mentionnée par Charles, moi c'est les processus gaussiens ou la régression par noyau, qui est une technique qui généralise la régression linéaire qu'on connaît tous à une régression non linéaire. Alors, l'idée de ce modèle, c'est représenté ici par l'équation à gauche, c'est-à dire que vous avez un environnement que vous voulez étudier et dont vous voulez calculer le déplacement chimique isotrope. Eh bien, on va l'exprimer par une sorte d'interpolation avec les coefficients alpha J qui doivent être calculés justement à l'aide de cette base de données, et une quantité, ce qu'on appelle un noyau, qui est en fait une mesure de similarité entre l'environnement qui et les environnements qui existent dans votre base de données. Donc finalement, si vous trouvez un environnement ou une série d'environnements qui sont trop proches, cette quantité va être très grande, et donc ça va
forcer le système à adopter un déplacement chimique qui est proche de ces environnements qui sont proches. Alors, il y a deux étapes dans ce genre de calcul. Alors, on utilise les non-linéarités qui permettent d'avoir ici ce genre de fit. On va utiliser un noyau, alors typiquement le noyau le plus utilisé, c'est le noyau gaussien. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va mesurer la similarité avec une gaussienne. On va définir une norme ici entre les deux environnements, c'est-à-dire mathématiquement, on va calculer la distance euclidienne entre tous les descripteurs d'environnement de l'environnement qu'on cherche à étudier, les environnements de votre base de données. Et on va simplement, là l'intérêt c'est que ce n'est pas un ajustement itératif comme dans le cas d'un réseau de neurones. Ça se fait en une seule fois, hein. On résout cette équation mathématique sur la base de données des alphas, donc des coefficients de régression. Mais on a ce qu'on appelle les hyperparamètres, à savoir quelle est la largeur la gaussienne que je vais choisir pour comparer mes noyaux. Et ce paramètre qu'on appelle le rich parameter, qui est en fait un paramètre extrêmement important, c'est un paramètre qui va vous permettre d'éviter ce qu'on appelle, ce qu'a mentionné Charles auparavant, le sur-apprentissage. Donc, c'est ce que j'ai illustré ici, hein, qui décrit de manière très pragmatique la mise en œuvre de ces algorithmes de machine learning. Donc, vous avez votre base de données. On va la décomposer en trois ensembles. Alors, un ensemble d'entraînement dans lequel on va distinguer un ensemble de validation et un ensemble de tests. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dès qu'on va faire du machine learning parce que c'est ce qui va permettre d'assurer la robustesse du système et d'éviter l'overfitting. Et l'overfitting, il est illustré ici. J'ai représenté finalement ici pour la prédiction du déplacement chimique isotrope du silicium, donc de la silice. J'ai représenté l'erreur qui était obtenue sur l'ensemble de training, hein, qui est représenté en bleu, et l'erreur qui était obtenue sur l'ensemble de tests, qui est complètement indépendant des deux autres ensembles. Et on voit ici qu'à partir d'une certaine valeur de cet paramètre de régression, le rich parameter, qui est en fait un paramètre qui va plus ou moins moduler la complexité du modèle qui est développé, eh bien, on va avoir un phénomène d'overfitting qui va apparaître, c'est-à-dire qu'on va avoir une dégradation des performances du modèle prédictif sur les échantillons des tests, alors qu'on commence à avoir un overfitting de l'ensemble d'entraînement, ce qui est montré ici à droite, hein, vous savez en bas, l'exemple typique d'overfitting. Et pour vraiment rendre encore plus robuste l'estimation des paramètres de régression, le choix de ces hyperparamètres, on va faire ce qu'on appelle une approche très standard qui s'appelle la validation croisée, CAFOL, c'est-à-dire que on va partir de notre ensemble initial, on va le diviser en 5 parties, et puis on va prendre un ensemble, par exemple, ici, les verts pâles qui vont être les ensembles d'entraînement qui vont permettre de calculer ces coefficients alpha. Ensuite, à l'aide de cet ensemble de validation rouge, on va optimiser, c'est-à-dire qu'on va chercher ici la valeur du paramètre lambda qui permet d'avoir les meilleures performances sur l'ensemble de validation. Et au final, une fois qu'on a déterminé ce paramètre cet hyperparamètre de régression, on va appliquer notre prédicteur sur un ensemble complètement indépendant, qui est l'ensemble de tests. Et ça va nous permettre, en répétant ce processus, en faisant une répartition différente de tous les échantillons, d'avoir une erreur, mais aussi d'avoir une estimation de la barre d'erreur. Et donc de connaître la robustesse du système. Alors voilà un exemple dans un papier qu'on a publié récemment, qui est celui d'optimisation d'autres hyperparamètres, qui sont ici des hyperparamètres des descripteurs, hein, le rayon de coupure, quelle est la taille de l'environnement que je vais chercher à décrire autour de mon atome, et puis ici, par exemple, le moment angulaire, Lmax, des descripteurs qui sont utilisés. Et donc, en appliquant ces techniques de validation croisée, on arrive à identifier pour ici le silicium 29 et ici l'oxygène 17, quels sont les paramètres, quel est le bon choix finalement des paramètres des descripteurs pour avoir la meilleure description, ne pas augmenter de manière inutile le moment orbital Lmax, parce qu'on voit ici que ça n'apporte plus d'amélioration, et puis aussi ne pas pousser le paramètre, le rayon de coupure trop loin, ce qui dégrade les performances tout simplement parce qu'ici on arrive à avoir des descripteurs qui ne sont pas de taille suffisamment grande pour décrire un environnement qui est beaucoup trop grand. Alors ici, toujours dans le cas de SIE2, une application pratique, une comparaison des différents descripteurs pour la prédiction des déplacements chimiques du silicium 29 et de l'oxygène 17. Donc ça, ce sont les premiers descripteurs de Pariniello que j'ai donnés. Ici, le descripteur qui va décomposer
la distribution des distances, la distribution radiale des distances et la distribution angulaire. Et puis ce fameux descripteur SOAP, vous voyez, qui permet d'aboutir à des performances qui sont bien supérieures aux autres descripteurs et qui permet donc de bien rendre compte de l'environnement de manière assez compacte. Toutefois, ces descripteurs-là, ce sont des vecteurs qui peuvent avoir des tailles jusqu'à plusieurs milliers de chiffres dans des systèmes complexes qui pourraient obtenir de 2 à 4 oxydes. La stratégie de la construction d'une base de données, on cherche à avoir une base de données qui soit, entre guillemets, la plus large possible. Alors ici, vous avez par exemple la réduction de la prédiction du déplacement chimique du silicium-29 et de l'oxygène, mais cette fois en introduisant des structures à différentes températures. On imagine très bien que des structures à très haute température ont une diversité d'environnements géométriques beaucoup plus grande que des structures à 0K, c'est-à-dire des structures qu'on a relaxées par calcul de DFT. La même chose pour l'oxygène 17. Et puis à droite, j'ai illustré un aspect intéressant qui est celui finalement, c'était ici pour l'étude du système binaire SiO2 et Na2O. Quel est le choix des compositions? Alors, on avait généré tout un ensemble de modèles avec des verres contenant de 10% à 50% de sodium, mais on s'était posé la question, est-ce qu'il était vraiment nécessaire d'avoir la totalité des compositions? Et on avait regardé un petit peu les performances. Alors, vous avez ici en fonction du nombre de structures qui étaient incorporées dans la modélisation. On avait pris les deux compositions extrêmes 10-50%, on obtenait des performances tout à fait honorables, c'est-à-dire qu'on était capable d'interpoler. La machine learning fait toujours l'interpolation de ce qui se passait pour des compositions de 20 à 30, 40, mais aussi en dessous de prendre les compositions à 20% à 40% pour lesquelles on était capable de faire des prédictions tout à fait acceptables pour des compositions à 10%, 30%, 50%. Tout ça signifie que finalement, dans les modèles qui ont été générés à 20% et 40%, on avait des environnements qu'on retrouvait à 10%, 30% et 50%, et donc on pouvait se limiter à ces décompositions pour construire notre base de données. Ici, pour vous donner finalement une idée un petit peu de la précision de ce genre de calcul par rapport à des spectres expérimentaux. Alors, vous avez le silicium-29, on arrive à une précision de l'ordre de 1 ppm. Alors, je souligne quelque chose d'extrêmement important, c'est que de manière générale, il est toujours bon de rapporter donc, le mean square error, donc la racine carrée de l'erreur moyenne au carré, mais aussi le mean absolute error, c'est-à-dire l'erreur absolue moyenne, parce que les deux, la comparaison des deux permet d'apprécier si on a beaucoup de points, en anglais outlier, je ne sais pas trop comment on traduit en français, enfin de points déviants. Et vous voyez, par exemple, en haut pour silicium, on a très peu de différence parce que les points sont extrêmement bien alignés, alors que si on va un peu plus bas, on peut avoir, par exemple, pour l'oxygène, un petit peu plus de différence entre les deux parce qu'on a des points qui s'éloignent un petit peu plus que la plupart de l'axe. Et donc, de manière générale, les deux paramètres sont assez intéressants à avoir pour pouvoir apprécier ce genre d'aspect de la régression. Et vous voyez, par exemple, ici, de manière étonnante, ça, je ne m'y attendais pas, pour le sodium, on a vraiment une super précision. Donc, ces algorithmes peuvent être ensuite utilisés pour pouvoir, sur des boîtes de plus grande taille, parce qu'on a fabriqué notre base de données avec des petits modèles de l'ordre de 400 atomes, c'est ce que nous permet de faire les calculs DFT, mais on a testé naturellement comment ces prédictions se réaliser sur des systèmes de plus grande taille, genre 1800, 1200 atomes, qui sont un peu la limite des calculs DFT qu'on peut faire, qui sont gourmands, mais pour pouvoir ensuite valider le fait qu'ils puissent être utilisés sur des systèmes de 10 000, 20 000 atomes. On a testé, et là, ça prend finalement que quelques secondes dorénavant avec ces algorithmes de machine learning de pouvoir prédire des déplacements chimiques. Alors là, vous avez la même chose sur un travail qu'on est en train de faire sur le bord. Vous voyez, alors pour ceux qui connaissent un peu le bord, vous voyez les deux déplacements chimiques du bord 4 et du bord 3. La reproduction, alors là, c'est un algorithme de régression par vecteur de support un petit peu amélioré. Ce qui permet, l'idée c'est quand on a des systèmes, une matrice inversée de trop grande taille, ici 4760 environnements, en fait l'idée c'est de sélectionner un petit nombre qui sont représentatifs de la diversité des ensembles d'environnements, ici 800, et qui permettent finalement de bien reproduire pour la totalité des échantillons les déplacements chimiques isotropes. Ici, la même chose, les performances de ce type de régression pour des structures de verre réalisées à différentes températures. On voit qu'on y arrive un petit peu moins bien à haute température puisque
On a utilisé les mêmes descripteurs. Sans doute faut-il aller vers des descripteurs un petit peu plus complexes pour pouvoir encapsuler en quelque sorte la richesse, la diversité des environnements du beurre à très haute température. Et vous avez ici à droite, finalement, les performances, mais cette fois exprimées en termes de pourcentage, c'est-à-dire par rapport à la gamme de déplacements chimiques qui est explorée par mon système, l'erreur, vous voyez, on arrive toujours à peu près de l'ordre de 1 à 2%, ce qui finalement est à peu près l'erreur qu'on a, par exemple, intrinsèque au calcul DFT pour prédire, par exemple, des densités ou des paramètres géométriques. Et je termine ici, qui vous présente l'erreur, finalement la distribution de l'erreur par rapport entre deux prédictions, un spectre ici obtenu par dynamique moléculaire ab initio, donc très précis, et puis un spectre ici obtenu par dynamique classique. Ce qui est très intéressant, c'est que l'écart entre la dynamique classique et la dynamique ab initio, et qu'elle est beaucoup plus précise en termes d'angle et de distance, est largement supérieur à l'erreur. Ça veut dire que, et ça c'est ce qu'on cherche à développer au laboratoire, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir utiliser ces déplacements chimiques prédits par machine learning pour pouvoir faire de l'affinement de structure, c'est-à-dire bouger les atomes jusqu'à ce qu'on ait un accord entre le spectre simulé et le spectre expérimental. Donc ça rentre dans le jeu des techniques qu'on appelle de reverse Monte Carlo. Alors ici, tout un ensemble d'autres quantités qui peuvent être prédites, des quantités obtenues par DFT, donc des charges de Hirschfeld par exemple. Un autre aspect intéressant, c'est ici par exemple la polarisabilité isotrope. Ce n'est qu'une première étape finalement, ça se fait déjà un petit peu sur les systèmes organiques, c'est-à-dire la possibilité à partir de ces algorithmes de machine learning de faire des calculs accélérés de quelque chose qui est extrêmement difficile à calculer par DFT, c'est les spectres Raman, mais on connaît l'importance couplée qu'on a entre les spectres Raman et les spectres Raman, et ça c'est quelque chose qui à mon avis d'ici quelques années devrait devenir de plus en plus commun. Alors là je vais passer rapidement, c'est un petit peu, vous voyez ici j'ai utilisé des descripteurs d'environnement dont je donnais moi-même les expressions mathématiques en vérifiant qu'ils respectaient certaines symétries de la physique, mais ce qu'on appelle actuellement le deep learning, c'est qu'on va rajouter une couche en amont du machine learning, une autre couche de machine learning, qui, elle, va générer la bonne description. Donc là, c'est tout ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutionnels, ce qui est une technique très efficace pour la reconnaissance d'images, introduite pour la première fois, par exemple, pour décrire des molécules dans cet article. Et ça commence à apparaître pour aussi les déplacements chimiques. Mais là, on arrive à des réseaux de neurones qui sont extrêmement complexes. Et qui dit réseau de neurones extrêmement complexes, disent bases de données qui doivent être d'une taille considérable. Ça peut aller vers les 100 000, 500 000, voire 1 million. L'intérêt, moi, je trouve qu'aux algorithmes de régression par noyau, c'est qu'on peut travailler avec des tailles intermédiaires de l'ordre de 1000 à 10 000 atomes, et on a des performances qui sont tout à fait acceptables, voire très bonnes, pour pouvoir ensuite utiliser ça. Voilà, donc là, je conclus, oui, ce qu'a dit déjà Charles, donc le machine learning, qui est sans doute le nouveau pilier de la modélisation. Et là, je termine. Si vous êtes intéressé, je vous conseille vivement d'aller lire ce livre qui contient un petit peu tout ce qui se fait actuellement en termes de machine learning, et puis aussi cet article qu'on a publié récemment qui revoit un petit peu tous les résultats que je vous ai montrés, et je vous remercie pour votre attention. Super, merci. Voilà. Merci. Quelques petites questions avant qu'on clôture le webinaire d'aujourd'hui. Vous pouvez les poser en direct, ça évitera les retranscriptions que je pourrais mal faire. J'ai une petite question pour Thibaut. Vous m'entendez? Oui, très bien. Thibaut, est-ce que vous pensez qu'il est possible de déterminer, par exemple, des limites de solubilité de quelques éléments, on va dire manganèse, je ne sais pas si c'est la prononciation correcte, mais manganèse, d'autres éléments qui peuvent engendrer de la séparation des phases sur les verres, dans les verres, pour ces compositions ternaires ou quaternaires que tu as plus ou moins étudiées avec les machine learning? Alors ça, c'est une question pour Charles. Pour Charles, ok, bon. Oui, vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas tout compris, pardon. La question, en fait, l'intérêt, c'est de prévoir les limites de solubilité de quelques éléments, par exemple les manganèse,
Je ne sais pas comment prononcer en français. Ouais, ouais. Par exemple, est-ce que c'est possible déjà avec ce qu'on a dans la littérature, les données qu'on a, tu penses, qu'est-ce que c'est ton avis sur ça? Je n'ai pas de réponse à cette question parce que j'avoue que je ne connais pas la taille des bases de données en considérant la solubilité des éléments, de ce type d'éléments. Ça va dépendre vraiment de la taille de ce type de base de données et aussi de l'étendue qu'elle représente dans les diagrammes compositionnels qui nous intéressent, quoi. Mais c'est faisable, par exemple, en étude avec un diagramme ternaire. Est-ce Ouais. que ce serait faisable? Il faut faire quoi pour faire cette étude? Par exemple, quels seront les steps pour Le premier arriver? step, c'est de compiler toutes les données de solubilité qui existent dans le diagramme ternaire. Ensuite, de regarder si on a suffisamment de données ou pas pour appliquer du machine learning. Et puis après, une fois qu'on a une base de données, bon, bah, comme je l'ai montré, hein, ça va relativement vite. Après, pour faire des prédictions, on peut essayer quelques modèles assez simples sur scikit-learn avant de tester des modèles compliqués. Mais et Thibault l'a redit, hein, une grosse partie du travail, c'est la construction d'une base de données. Ok, merci. D'autres questions? Non. Finalement, moi j'avais une petite question sur les bases de données. Comment vous procédez en fait, et où on peut les trouver? Après, il existe des bases de données matériaux. Après, est-ce qu'il y a des sites qui les répertorient ou comment ça se passe si on veut se lancer dans quelques tests? Alors, moi, je peux répondre sur cette partie. Bon, il y a des journaux spécialisés sur les bases de données qui commencent à apparaître. Mhm. Et on voit apparaître beaucoup de sites qui donnent des bases de données de type de calcul que je fais, c'est-à-dire, par exemple, des bases de données de structures avec les résultats obtenus par calcul DFT. En chimie organique, ça se fait. Il y a des bases de données qui existent qui contiennent pratiquement des millions de molécules avec les énergies prédites, avec les techniques de calcul de chimie quantique les plus sophistiquées. Ce sont généralement des bases de données utilisées pour mettre à l'épreuve les méthodes les plus sophistiquées de machine learning. Mais c'est quelque chose dont on discutait avec Charles, effectivement. L'un des points importants, c'est d'avoir à disposition des bases de données, puisque une grosse base de données, ça peut prendre, alors soit ça peut prendre énormément de temps, déjà si c'est des points expérimentaux, ou si c'est en termes de calcul, ça peut prendre aussi énormément de temps, hein. Constitué. Typiquement, une bonne base de données, moi, ça représente 1 million d'heures sur les machines, enfin une demande d'un million d'heures sur les machines du centre, le GENSI, là. Et puis donc, euh, moi, personne, je vois de plus en plus de journaux qui se spécialisent dans ce domaine. Je crois que Nature a publié un truc qui s'appelle Scientific Data. Donc, il se spécialise vraiment dans la construction de bases de données, bon, toujours avec un petit peu de machine learning pour les analyser, mais ensuite le formatage et puis l'accessibilité et puis que les gens puissent ensuite les utiliser pour pouvoir tester des choses qui sont améliorées ou d'autres approches. Charles? Ok. Oui, j'ajouterais juste que après, il y a une possibilité d'un point de vue des mesures expérimentales, hein, viscosité, densité, etc., de d'éplucher les bouquins qui existent, les Ryan, Roby, etc., pour extraire les données et faire des bases de données. Nous, c'est ce qu'on avait fait dans le système aluminosilicate d'alcalin. Il y a SciGlass qui existe aussi, hein, pour les Hmm. propriétés des verres, mais je ne sais pas si SciGlass est encore maintenu, il me semble que non. Non, je crois que non, hein. Ouais, je crois qu'ils sont plus maintenus. Alors, il y a une version de SciGlass qui est accessible du coup en ligne via Python, mais c'est plus maintenu. Donc là, il manque Il y a un Interglade effort aussi. réel international sur le verre Il y peut-être. a Interglade aussi, japonaise, la base de données Oui, il y japonaise. a Interglade japonaise. Alors, j'ai pas réussi à l'utiliser jusque-là. J'ai juste vu que Lionel a activé sa caméra. Tu as une Oui, question, bonjour Lionel? à tous.
Bonjour à tous, merci pour ces présentations très intéressantes, hein. En fait, ma question portait aussi sur SciGlass, parce que même si il n'y a pas de mise à jour, enfin, il n'y a plus de mise à jour, les données sont toujours accessibles, à ma connaissance. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement de les compiler pour les utiliser dans ce cadre-là? Oui, oui, il y a notamment l'équipe, donc il y a David Cazard qui travaille dessus. Alors, je ne sais plus quelle équipe c'est, le nom m'échappe. Mais il y a plusieurs personnes qui travaillent avec des vieilles bases de données SciGlass et qui font même des modèles avec ces bases de données et qui, je pense, reprennent la main peut-être pour les tenir à jour. Alors, il faut savoir quand même une chose, SciGlass était commercial et une des grosses avancées du machine learning qu'ont très bien compris des compagnies comme Google et Facebook, c'est faire de l'open source. Oui. C'est-à-dire que ces bases de données doivent être accessibles à tout le monde. Parce que Oui. sinon, on bride les choses. Et donc, voilà. Donc, si les gens refont une base de données SciGlass, il ne faut pas qu'elle soit inaccessible entre guillemets. Oui, bien entendu. Parce que ça va à l'encontre du principe du machine learning où des compagnies énormes nous mettent à disposition des outils formidables aussi, quand même. Merci. Ok. Bon, du coup, on va fermer la session. On remercie Charles et Thibaut de nouveau. Et puis, merci pour les interactions. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours où il y aura on va parler d'apprentissage apparemment, mais ça sera l'apprentissage des verriers et des vitriers aussi, j'ai cru voir. Donc, bonne journée à tous et à bientôt. Ciao. Merci, au revoir.